Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un roman. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un. Il s'agit donc du tome 2 de Absolu, écrit par Margot Dessen. J'ai sorti il y a quelques mois mon avis sur le tome 1. Je vous invite à aller regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ce roman est donc sorti le 2 novembre 2023. C'est un livre de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, écrit à la première personne et au passé simple. Je vous lis donc la 4e de couverture. Et si la chose n'était pas la menace la plus redoutable qui les attendait? La mission est réussie et les mobilisés se réveillent à Hérite avec l'espoir de reprendre une vie normale. Cyprime, célébré en héros, voit ses rêves patriotiques se réaliser, d'autres n'ont pas cette chance. Prison dorée pour Alexander Ellis, avenir incertain pour Edvard, enrôlement de force pour Olympia et étrange rencontre pour Susanna, plus personne n'est en sécurité. Lorsqu'une guerre civile éclate et divise le pays, les survivants de la zone se retrouve devant un choix épineux. Se faire une place dans la société d'Hérite et survivre aux intrigues politiques, à la surveillance totale et à la propagande médiatique, ou tenter de regagner leur liberté, quel qu'en soit le prix. À moins que le passé ne balaie leur dernière certitude. Et si le véritable conflit se préparait dans l'ombre? Et sans plus tarder, nous allons passer à la critique. Comme d'habitude, il y aura deux parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil, et on passe directement dans la partie sans spoil. Déjà, la première chose qui m'a marqué et dont je remercie énormément Margot, c'est le rappel du premier tome, parce que j'avoue que moi ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome 1, donc c'était à sa sortie en fait, donc il y a 7 mois, et j'avoue qu'il y a plein de détails qui m'ont échappé, donc merci beaucoup de me les avoir rappelés. Un autre point que moi j'ai mis dans les notes, parce que ça dépend si vous avez lu le livre ou pas juste avant, mais si vous avez lu le livre, c'est ultra sympa pour vous, parce que du coup ça vous donne un petit sentiment de nostalgie, vous avez des clins d'œil, ah oui ça je me souviens, etc. Par contre si vous êtes comme moi et que ça fait longtemps que vous avez plus lu le livre, bah, le problème c'est que vous vous en foutez un peu, parce que vous vous en souvenez plus en fait, tout simplement. Il s'agit donc des échos au tome 1. Après ça reste léger, ça reste discret, donc dans tous les cas, que vous soyez pour ou contre, ça n'impacte pas votre plaisir de lecture. Par contre, le même point qu'il y a forcément dans le premier tome, ça après c'est un peu son style, c'est un peu son univers, donc on peut pas vraiment la faire changer à ce niveau là. Par contre, ce que j'aurais aimé dans ce cas, c'est que le livre soit plus long pour qu'il soit beaucoup plus dense. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. Alors mon premier problème, qui est très léger, c'est par rapport notamment au nom des personnages. Je pense notamment à un groupe qui ont des noms un petit peu particuliers, mais en fait ils ont tous des noms un peu particuliers, ça, en Pologne, donc les mots sont un petit peu bizarres, c'est pas forcément français, c'est pas des noms qu'on trouve facilement, et donc parfois par exemple avec le groupe en question, ils ont chacun certaines caractéristiques. Moi en fait je les identifiais plus par rapport à leurs caractéristiques que par rapport à leur nom en fait. Après ça c'est un problème mineur par rapport au problème que je vais énoncer maintenant, puisque en fait le fait qu'il y ait autant de personnages, exactement comme dans le tome 1, c'est que elle n'a pas le temps de développer chaque personnage correctement. C'est-à-dire que tu as plusieurs personnages, tu as par exemple 4 ou 5 points de vue différents. Le problème c'est que les 4 ou 5 points de vue mélangés donc dans ce livre de 600 pages, avec en plus de l'action, avec en plus des événements qui se passent pendant le livre, ça fait que il n'a pas beaucoup de place en fait pour le développement de personnages, et c'est un énorme manque à certains moments. Aussi j'ai trouvé que parfois les personnages avaient de la réflexion, ce qui était exactement le même que dans le premier tome, et quand tu es dans un livre à la première personne, c'est généralement de toute façon le cas, puisqu'on réfléchit tous de toute manière. Par contre il y a des moments de réflexion qui étaient un petit peu de trop, dans le sens où ils étaient assez mal amenés, la situation ne l'exigeait pas, ce qui fait que ça coupait d'une part le rythme, et d'autre part ça rendait la chose un peu incohérente, parce que si t'étais dans une phase d'action, t'as pas le temps de réfléchir à tel truc, ou alors tu penses pas réellement à ça, tu penses plutôt à autre chose. Par contre, exactement comme dans le premier roman, elle a conservé sa bonne écriture, c'était parfois assez poétique, c'était assez prenant par moments, même si parfois il y a quelques petites fautes par-ci par-là, il y a quelques petites répétitions, mais sur un livre de 600 pages, je veux dire, ça reste très léger, c'est vraiment insignifiant. J'ai aussi beaucoup aimé un peu le style qu'elle utilisait à la Suzanne Collins, c'est-à-dire que elle gérait un petit peu ses fins de chapitre avec des phrases puissantes, des phrases marquantes, ce qui te donnait envie de lire le chapitre suivant, et c'est ça qui rendait d'ailleurs entre autres la lecture très agréable. Par contre le gros point, et c'est d'autant plus frustrant parce qu'à certains moments elle le fait, c'est des manques de setup and payoff. Pour rappeler ce que c'est, ce sont des préparations, des éléments en fait qu'on prépare au début d'une scène ou d'une séquence ou d'un chapitre ou d'un roman, bref au début d'une histoire, et on le réutilise par après, ce qui augmente un petit peu, ce qui étoffe un petit peu l'histoire et la rend d'autant plus intéressante, puisque du coup tu peux faire des liens par rapport au début de l'histoire. Et par moments elle les utilise admirablement bien, ce qui est ultra
ultra cool, c'est ultra prenant. Sauf qu'à d'autres moments, elle a des boulevards et elle les utilise pas. Et ça, j'avoue que c'est ultra frustrant. La mise en scène était aussi très intéressante à certains passages. Je pense notamment à la fin avec le gros cliffhanger. Mais le fait que le livre était aussi court, parce que 600 pages en réalité, c'est censé être un roman traditionnel, sauf que on a plusieurs points de vue. Donc forcément, si tu divises, ça veut dire que tu es censé multiplier. Admettons, tu as un livre qui fait 500 pages pour un point de vue. Je pense notamment au Hunger Games, il me semble que c'est 400 pages plutôt. Bah là, si tu as 5 points de vue, c'est à dire que tu devrais faire 5 fois le livre de Hunger Games, par exemple. Donc 400 pages, tu fais x5, ça ferait 2000 pages. Pour avoir un équivalent pour chaque point de vue, pour chaque personnage, par rapport à leur développement. Et tu te doutes bien qu'un livre de 2000 pages, c'est beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que le fait qu'il y ait autant de personnages, c'est un défaut de base, stratégiquement parlant, je parle. Parce que du coup, ça rend le livre trop court par rapport au développement qu'on souhaiterait mettre. Et le fait que en plus, le rythme est ultra rapide à côté, ça fait qu'il y a des passages qui sont pas assez développés. Et c'est ultra dommage. Sinon, l'histoire était ultra intéressante. Elle a pu développer davantage son univers qu'elle avait créé. J'ai trouvé ça génial. Même si parfois, il y a quelques petites incohérences que j'ai trouvé un petit peu bizarres par moment. Et qui auraient pu être réglées très facilement avec des setups NPF. Donc c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir été aussi régulier sur l'intégralité du roman. Nous allons maintenant passer à la partie avec spoil. Donc maintenant je vais spoil de tous les côtés. Un truc que j'avais trouvé dommage, c'était les messages échangés avec Edward. À un moment donné, donc il a Prime qui échange des messages avec Edward parce qu'il devait parler à son ami. Et en fait le truc c'est que nous on sait que c'est pas Edward, puisqu'on a également son point de vue, alors que Prime lui, bon bien évidemment il est pas au courant. Et à la toute fin, quand il se rend compte que en fait ce n'est pas lui, bah, la scène est intéressante. Elle aurait pu être pleine de révélations, sauf que comme nous on sait que ce n'était pas lui dès le départ, bah ça fait que nous on n'est pas vraiment impacté émotionnellement. Alors que si elle avait utilisé la stratégie de plutôt, au lieu de faire en sorte qu'on ne voit pas le personnage de Mikolaj, ou même elle aurait pu faire la même chose avec Edward en fait, ne pas avoir son point de vue, comme ça nous ça nous aurait embrouillé. Il y a par contre quelques phrases que j'ai beaucoup aimé, notamment celle-ci où elle a écrit un lys doré fleuri dans mon esprit. C'est une image par rapport à Susanna, parce que Prime avait oublié Susanna, et le fait qu'elle mette cette phrase là, ça veut dire qu'en fait il l'a pas réellement oublié, même si c'est un petit peu bizarre d'ailleurs hein, qu'il ait oublié Susanna, parce que bon je sais que c'est l'accompli qui avait le don de la mémoire, sauf que le fait qu'elle puisse faire oublier absolument à n'importe qui sans forcément être très près d'eux, c'est un petit peu fort de café je trouve. Ça rend son pouvoir un peu trop démesurément puissant. Un autre passage par rapport au manque de setup NPF que je parlais, c'était à un moment donné, donc quand Lys était en train de... Enfin, elle perdait son foulard, elle faisait sa journée de travail et elle perdait son foulard. En fin de journée, elle part pour aller s'endormir, elle s'endort donc. Puis elle se fait réveiller par Alexander, etc. Bref, il se passe des choses. Et quand... Donc elle sort de sa chambre, il lui parle et tout. Et quand elle revient de sa chambre, elle remarque que sur sa table de chevet, il y a le fameux foulard qu'elle avait perdu. Et là, c'est ultra léger, mais c'est une phrase qui aurait été toute conne, c'est de simplement dire que sur la table de chevet, avant qu'elle s'endorme, il y avait rien. C'est une bête phrase, mais le fait qu'elle ne l'ait pas précisé, bah moi je me suis dit, bah est-ce qu'il était là déjà avant qu'elle s'endorme? Parce que du coup, la question aurait pu se poser. Je me doute que elle, dans son esprit, elle savait qu'il était pas là, mais nous, on n'est pas censé savoir ce qu'elle pense. Quand je parlais aussi des réflexions, c'était par rapport au bal, notamment quand Prime donc était à un bal, et il était en train de parler à David, et en plein milieu, il avait posé une réflexion où il disait que voilà, il le faisait pour Edward, c'était lui, etc. Bref, j'ai trouvé ça assez redondant, et surtout la situation, le fait qu'il le pense alors qu'il est en pleine discussion, j'ai trouvé que ça coupait un peu trop le rythme en fait. Quand c'est dans des moments où les personnages sont posés, c'est ce que souvent Olympia a, c'est pas dérangeant, mais là pour le coup ça m'a un petit peu dérangé. Forcément les fameuses phrases avec à la Suzanne Collins, et soudain le monde explosa, ça ce sont toujours des phrases percutantes qui marchent assez bien. Autre setup NPF, c'est tout simplement la porte sud, quand il s'échappe, donc quand il s'évade par rapport à la prison et tout, elle parle d'une porte, de la porte sud, et c'est dommage que bah, il n'y ait pas eu du contexte en fait, que pendant tout le passage où Edward était dans le camp et tout, bah, simplement qu'il remarque la porte sud et qu'il l'observe, que simplement ce soit mentionné, parce que sinon ça veut dire que peu importe comment est-ce qu'ils s'évadent, que ce soit par les airs, par la voie de l'eau ou en creusant un tunnel, nous on s'en fout, parce que dans tous les cas on ne le savait pas avant, alors que là ça aurait pu être placé en amont, et du coup ça aurait pu avoir un plus gros impact par la suite. Aussi j'ai trouvé incohérent le fait que Edward puisse ouvrir la porte du débarras
avec son cérébrum. Après je me suis dit pourquoi pas, mais ça me paraît un peu bizarre qu'il avait ces autorisations là alors qu'on l'a jamais vu poser un pied dans le débarras. Ce qui aurait justement été intéressant de setup le truc. Par exemple, t'as des mecs qui faisaient la merde et du coup faisaient de la merde et donc ils étaient punis et ils devaient nettoyer la prison. Et Edward, comme il était un petit peu leur responsable, leur chef, le lieutenant, il devait les accompagner et travailler avec eux. Et du coup là ça lui aurait donné une excuse pour avoir accès au débarras. Et là encore une fois on aurait eu ce fameux setup du débarras et ensuite bah là pour le coup ça aurait été ultra logique qu'il utilisait le débarras pour entrer dans la prison. Pareil avec la cellule de Liba, j'ai pas trop compris comment ça se faisait qu'il avait les autorisations. Ça aurait pu être un autre truc. Bon là pour le coup il aurait fallu réfléchir pour trouver une solution. Mais le fait qu'il ait les autorisations comme ça, alors le fait qu'il soit lieutenant ok, mais ça reste quand même un bleu. Donc j'ai trouvé ça très incohérent en fait. Un autre passage par contre qui était ultra frustrant, c'était Prim, il était en train de visiter une école et tu as des élèves, donc des petits enfants qui lui posent des questions. Et à un moment donné, ça s'enchaîne et Margot elle s'attarde sur une petite fille très précise. Et là moi je vois ça, je me dis oh putain elle va le faire en fait. Elle va forcément faire une confrontation entre la petite sœur de Johanna et Prim. Et là ça aurait été mais ultra bouleversant. Limite j'avais déjà la gorge nouée en fait, rien que d'y penser. Et au final bah elle l'a pas fait. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être vraiment un moment mais ultra fort dans le roman. Sauf que bah elle a pas utilisé ce gros boulevard, c'était une autoroute. Peut-être que c'était l'idée de base qu'elle avait, qu'elle s'est ravisée, je sais pas. Mais le fait qu'elle soit pas partie sur ça, c'est vraiment dommage. J'ai bien aimé aussi le début d'amour entre Liba et Pia, ainsi que la conclusion entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est plutôt en suspens. J'ai retrouvé la structure d'une histoire classique, donc forcément je me doutais de comment ça allait se terminer. Le fait que Olympia culpabilisée et qu'elle veuille dire à Liba ce qui s'était passé, sauf qu'ils ont été interrompus et au final c'est Irena qui lui révèle la finalité. Je m'en doutais un petit peu, bon peut-être pas avec Irena, mais je me doutais un petit peu de comment ça allait se dégoupiller, mais au final ça a été quand même assez efficace. Par rapport au développement de personnages, j'ai trouvé dommage aussi que la grand-mère de Liba meure limite dans le même chapitre où elle a été un minimum développée. C'est dommage que ça s'enchaîne aussi vite parce que par exemple avec la mère de Alexander, elle a été développée dans d'autres chapitres, ce qui fait qu'on a eu le temps un minimum de s'attacher à elle et forcément quand on l'a vu mourir, on était beaucoup plus bouleversé qu'avec la grand-mère. Si elle avait développé le personnage de la grand-mère un petit peu avant et que ensuite elle l'avait tué, là on aurait eu le temps un minimum de s'attacher. Là le fait que ça s'enchaîne trop vite comme ça, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est l'impact est grandement atténué. J'ai bien aimé aussi la manière dont elle a dit, ça c'est plus par rapport à la mise en scène avec le fait que Susanna oubliait un peu tout, on voyait en fait ses souvenirs s'effriter. J'ai aussi beaucoup aimé la discussion entre Alexander et le fantôme de Jonathan, qui n'est pas en fait le fantôme de Jonathan, c'est juste la conscience d'Alexander sous forme de son grand frère. Et c'est là où j'ai trouvé que les backgrounds des personnages étaient ultra inégales, parce que là t'avais un truc où c'était quand même assez puissant, alors que de l'autre côté tu as par exemple Olympia où on a simplement le début de son histoire mais raconté un peu en mode flashback et ça prenait que quelques lignes. Alors peut-être que son objectif n'était pas de développer Olympia plus que ça, mais du coup nous on a différents points de vue, donc on les considère comme des personnages importants, sauf que le fait que ce soit aussi peu présent, ça rendait limite le background de trop, tu vois. J'ai également beaucoup aimé le retour de Mikolas. J'avoue que c'était un personnage qui m'a énormément manqué parce que c'est l'un des personnages les plus drôles et c'est l'un de mes personnages préférés également. On le voit d'ailleurs pour la première fois et la seule fois d'ailleurs, il a qu'un seul chapitre de son point de vue, mais c'est seulement à la fin du roman. J'étais assez déçu par rapport à ça. Quand je parlais d'une mauvaise répartition, là on a totalement le cas avec Mikolas qui n'a qu'un seul chapitre, le pauvre. Il m'a beaucoup fait rire d'ailleurs parce que, et je sais pas si c'est une blague salace de Margot, si c'est mon cerveau qui est un peu bizarre, mais à un moment donné donc il fait des cauchemars et donc il voit l'avenir et t'as Edward qui n'a plus sa main et il avait dit une phrase, il avait dit il lui manquait la main gauche, heureusement que ce n'était pas la droite. On est d'accord que c'est par rapport à la branlette qui dit ça. Je sais pas si c'est mon cerveau qui est un peu bizarre, mais la blague fonctionne à mort. C'est juste que c'est la première fois qu'elle faisait une blague en rapport avec le cul, du coup c'était un peu déstabilisant. Autre manque de setup NPF, c'était la reine que Elias avait fait combattre, donc l'autre accompli, je sais plus comment elle s'appelle, et Lise. J'ai trouvé que le fait que ce soit posé comme ça d'un coup, c'était trop soudain, c'était trop brusque. Alors c'est surprenant certes, mais c'est tellement gros que limite t'y crois même pas en fait. Alors que comme setup NPF, elle aurait pu utiliser plein de manières différentes. Elle aurait pu dire, je sais pas, elle a trouvé dans des dossiers que il y avait un niveau -1 en dessous de la ville et que c'était une énorme salle qui faisait la
taille de la ville, et du coup elle se posait des questions sur qu'est-ce qu'il faisait dans cette salle là, tu vois, et qu'elle aurait même pu se dire c'est peut-être l'endroit où Mikolaj est. Ou un autre truc, par exemple elle regardait la mer au fond de l'eau et elle voyait un petit point qui brillait, et en fait c'est le reflet du dôme, enfin qu'on aurait appris plus tard, mais ça aurait été le reflet du dôme de l'arène. Ça nous aurait donné des éléments sur lesquels nous rattacher, ce qui fait que ça aurait été moins soudain, et on aurait quand même eu la surprise, mais on aurait eu des explications sur d'autres choses. Et je trouve donc dommage qu'elle les ait pas exploitées. Une idée par contre que j'ai trouvé intéressante, c'était le fait que Prim était guidé par le fantôme, encore une fois un peu à la manière d'Alexander, par le fantôme donc de Yo. J'avais pas mal aimé aussi cette idée là. Après il faut pas non plus faire ça sur tous les personnages, parce que sinon à un moment donné t'as juste des copier-coller quoi par rapport au concept. Quand je parlais aussi de fautes, alors c'est minime hein, je l'ai vu juste une seule fois d'ailleurs, c'était une faute de frappe sur Métampsychose qui était écrite donc de deux manières différentes sur la même page. C'était quand même assez gros et un petit peu dommage d'avoir fait une faute pareille. Par contre la révélation avec le titre de Absolu, le Métampsychose, qu'est-ce que ça veut dire, et même le nom de MP Laboratory pour donc Métampsychose Laboratory, j'ai trouvé ça ouf, j'ai adoré cette révélation là. Et aussi par rapport au fait que la métampsychose donc c'est la projection de ton esprit dans d'autres corps, et que du coup ça signifie que t'es immortel, d'où le terme absolu qu'on retrouve un petit peu partout dans le roman, et même mais un peu de manière cachée dans le premier tome. Il me semble que dans le premier tome ils ont pas parlé de métampsychose néanmoins, mais quoi qu'il en soit on sait ce que veut dire du coup le terme absolu, qu'est-ce qui est absolu, parce qu'il parlait de personnes absolues, maintenant on sait ce sont des personnes qui sont immortelles, tout a un sens, et j'ai trouvé ça très bien amené. Un truc par contre que j'ai trouvé moins bien amené, c'était le fait que Prim saute du balcon et il tombe sans une égratignure. Alors ok il était protégé par son bouclier, mais si t'es dans une voiture et que cette voiture percute un arbre à 200 km/h, ça ne va pas te protéger pour autant hein. Il a quand même de la physique, enfin dans le bouclier il a quand même de la physique, donc il doit quand même bouger. Alors peut-être que les lois de la physique sont remis à zéro dans le bouclier, sont peut-être annulées, c'est peut-être totalement possible, sauf qu'à aucun moment c'est indiqué dans le roman. Alors que à plusieurs moments, et elle répète que Prim il a une vue sublime sur la mer et tout, moi je me suis dit bah il va simplement tomber dans l'eau en fait, mais au final non. Il y a aussi quelques problèmes de mémoire, j'ai trouvé notamment donc avec Susanna qui d'un coup elle ne savait pas, enfin c'est normal qu'elle ne le sache pas puisqu'on avait vu juste avant que elle avait été, enfin tous ses souvenirs ont été absorbés, donc le fait qu'elle ne sache pas avec Adam notamment que avec la fumée blanche et tout, ça c'est normal. Sauf que un peu plus tard il se passe exactement la même chose avec un gradé qui gardait une porte, et là pour le coup elle savait ce qui se passait. Alors peut-être que ça a été expliqué entre temps, le problème c'est que nous on n'est pas censé le savoir, donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre aussi. Et il y a aussi pas mal de phrases similaires à plusieurs personnages. Par rapport au tome 1 il y avait également ça, mais là c'était beaucoup plus problématique parce que c'était carrément des descriptions de pièces au mot près, à la virgule près, alors que ce sont deux personnages différents à deux lieux différents et à deux moments différents. Là pour le coup c'était beaucoup trop gros. Là elle a pas fait cette erreur là, donc déjà double pouce levé, c'était super intéressant de sa part. Maintenant je vais aller un petit peu plus loin dans le détail. Elle avait également fait cette erreur, mais je lui en ai pas tenu rigueur dans le premier tome pour la simple et bonne raison que bah, c'était son premier roman. Là je vais être un petit peu plus sévère. C'était les quelques petites phrases qu'elle réutilise souvent, notamment le sauf si, mon cœur rata un battement et un frisson me parcourut l'échine. Si c'est le même personnage qui répète cette phrase là, je trouve que c'est logique parce que du coup lui il a une façon de penser, une façon de parler, et du coup c'est totalement en accord avec sa personnalité. Par contre le fait que plusieurs personnages différents répètent ces phrases, j'ai trouvé ça un petit peu gros, d'autant plus que c'est dommage parce qu'elle aurait pu utiliser d'autres formulations, des synonymes ou des trucs comme ça. Par exemple avec le sauf si, elle aurait simplement pu mettre à moins que, tu vois, et il y a d'autres synonymes qui renvoient le même effet. J'étais aussi un peu en demi-teinte avec Prim parce qu'il avait le potentiel d'être un méchant de ouf, un peu à la Dark Vador, c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'elle le présentait, puisque à un moment donné donc il tuait de sang-froid un gradé et tout, et en plus il avait été filmé. D'ailleurs j'ai trouvé aussi dommage qu'elle n'ait pas utilisé ce setup, parce qu'elle a setup le fait qu'il ait été filmé en train de tuer un gradé, donc une autorité de Hérite, et moi je m'attendais à ce que ce soit simplement affiché à l'écran où il y a l'alarme etc, parce qu'à la base c'était une photo, que la photo soit simplement remplacée par la vidéo où il tue un gradé pour renforcer le danger de Prim aux yeux de la population. Ça aurait pu d'ailleurs amener à de la manipulation des images, même si là en l'occurrence c'était pas vraiment le cas, mais on connaît le contexte, et j'ai trouvé ça dommage d'ailleurs qu'elle l'ait pas réutilisé. Et j'ai aussi trouvé dommage le fait qu'au final elle n'ait pas été au bout des choses avec Prim, et que ce n'a pas été le gros méchant. Alors peut-être que c'est juste une préparation au tome 3, parce que là c'est peut-être le fait qu'il commence un petit peu à tourner vers le côté obscur et que ça va être beaucoup plus développé dans le tome 3, parce que dans le tome 3 on a eu en plus, enfin dans le
le tome 2 plutôt, on a eu les visions où t'as Nicolas qui voyait donc Prime de manière un peu bizarre et tout. Donc peut-être que c'est un setup à ça, sauf que c'est pas développé sur l'intégralité du roman, ça vient à un seul moment et c'est dommage. Après c'est ce que je disais, beaucoup de personnages, pas beaucoup de pages, compliqué de tout mettre en œuvre. Quand on parlait de mémoire, bah le fait que Prime se rappelle de San mais aussi vite, j'ai trouvé ça aussi bizarre, ça aurait pu prendre un peu plus de temps, ça aurait pu être également plus fort. Imagine, ils se souviennent vaguement mais ils savent pas exactement, ils sentent qu'il y a un lien mais ils savent pas exactement, ils ont un air de déjà vu mais ils savent pas exactement qui ou quoi ou comment, ils savent juste qu'ils sont attirés l'un à l'autre et à la fin tu as par exemple donc la course poursuite et tout, et admettons t'as Susanna qui est en très mal en point et que limite elle est à l'agonie et tout, il doit lui faire du bouche à bouche par exemple, et au moment où ses lèvres se posent sur les siennes, la boum explosion de souvenirs, il se rappelle de tout, tu vois. Ça aurait pu être vachement plus impactant je pense que juste le fait que ce soit posé comme ça. Elle aurait même pu faire d'autres trucs par rapport, enfin faire la même chose mais en sens inverse avec le tome 3 où admettons si tu réutilisais cette idée là que Susanna comme elle était endormie, elle a pas eu cette explosion de souvenirs, donc elle ne se souvient pas de Prime mais Prime se souvient exactement d'elle, et elle aurait pu faire un peu le même effet qu'avec Peeta et Katniss par exemple dans Hunger Games. Là je te donne des idées bidons mais je veux dire qu'elle aurait vraiment pu mettre beaucoup plus de poids sur certains passages et les rendre davantage cohérents. J'ai plutôt aimé le moment fort entre Lys et Alexander, même si j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre vu l'endroit où ils étaient. Il avait le bâtiment qui explosait un peu de partout et ils s'étaient embrassés etc. J'ai trouvé que c'était très étrange comme situation, mais ça marchait quand même. J'ai beaucoup aimé également la phrase qu'il avait dit j'avais cru un temps qu'un océan entier séparait nos émotions, que je n'aurais jamais ni les mots ni le courage de lui dire ce que je ressentais. Personne ne m'avait jamais montré l'exemple. J'ai trouvé que l'écriture elle était magnifique, elle a une très belle plume, hein, ce qui est d'autant plus frustrant par moment quand elle fait des réutilisations, des copier-coller de phrases un peu toutes faites. Quand tu vois la qualité de sa plume et qu'elle réutilise des trucs comme ça m'énerve en fait. Autre manque par exemple, c'était le fait que donc Lys elle avait son pouvoir annulé par rapport au collier. D'ailleurs le collier aurait pu également être setup où c'était surprenant oui, mais il aurait pu avoir quelques petits trucs, même si elle se doutait pas réellement, tu vois, juste avoir un petit machin qui fait que par exemple elle sentait un renfoncement, elle sentait je sais pas moi, comme s'il y avait des trous et en fait le gaz se serait échappé par les trous. C'était des petits trucs comme ça mais qui auraient pu justement préparer le collier sans pour autant spoiler et du coup niquer un petit peu la révélation du collier. Mais donc ce que je voulais dire à la base c'était que le fait qu'elle ait son pouvoir annulé, elle ressentait absolument tout, ce qui était d'ailleurs un peu bizarre parce que son pouvoir n'est pas activé tout le temps, elle parlait par rapport au vent etc, mais elle a pas tout le temps son armure. Après peut-être que c'est ultra léger, qu'en fait quand il y a le vent son armure se met quand même, c'est juste que c'est pas visible à l'œil nu, ça c'est peut-être possible aussi, sauf que c'est une théorie, je sais pas, et ça a pas été évoqué dans le roman, donc c'est dommage. Et en fait elle aurait pu faire une énorme dinguerie, admettons que justement elle ressente pas le toucher etc, ce qui aurait pu être d'ailleurs encore développé dans ce tome-ci, hein, parce qu'à aucun moment dans le roman elle ne parle du fait qu'elle soit touchée etc, ou alors très léger, mais ça aurait pu être un peu plus important pour elle, comme ça aurait eu également d'autant plus d'importance à la fin. Et si admettons justement tu as Alexander qui elle est toujours en armure etc, bon ça veut dire que ça changeait l'histoire, hein, mais là encore une fois je te donne des idées vite fait pour faire comprendre un petit peu l'impact émotionnel que ça aurait pu générer avec certains passages clés. Elle ne ressent rien, elle a toujours son armure, et au moment où Alexander lui dévoile donc ses sentiments, donc admettons ils ont une discussion etc, et Alexander l'embrasse, et au moment où il la prend, où elle l'embrasse etc, gros moment intense etc, t'es comme un dingue. Et plus tard, genre en 2 temps, on apprend que en fait, ils se rendent compte eux-mêmes que Lys n'a plus son armure, et en fait elle a pas son armure uniquement avec un seul personnage, et c'est Alexander. Tous les autres personnages qui la touchent, elle a son armure, mais Alexander exclusivement elle l'a pas. Et là ça aurait pu avoir un énorme impact d'un point de vue également métaphorique, parce que du coup généralement les personnes qui ont été blessées en couple etc, qui ont été trahies, généralement ils se renferment dans une carapace, et il faut du temps et un peu de chance aussi pour qu'elle trouve une personne qui fasse ouvrir donc sa carapace. Là ça aurait pu être un peu métaphorique également avec ça, et j'ai trouvé ça vraiment ultra dommage qu'elle l'ait pas utilisé. Par contre j'avoue que j'ai pas compris pourquoi à un moment donné donc ça avait explosé, c'était notamment là où il y avait le corps. Au début je me suis dit que c'était à cause de l'entrée fracassante, en plus on l'avait vu au chapitre juste avant, de Alexander dans l'arène, mais en fait non, et on apprend par la suite que ça explosait un petit peu de nulle part. Même Susanna elle avait pas eu de réponse, j'ai trouvé que c'était une explosion un peu gratuite, et le fait que ce soit pas justifié, j'ai trouvé ça m'a sorti un petit peu de
de la lecture à ce passage là quoi. Et encore une fois j'ai trouvé ça très dommage. Il y avait une phrase aussi qui m'avait un peu intrigué, c'était j'étais faible, je n'étais pas assez. Alors je sais pas si c'est ma compréhension qui a des problèmes, mais il manque un mot là, je n'étais pas assez quoi. Une autre phrase que j'ai trouvé vraiment dommage, et c'est d'ailleurs la plus grosse erreur d'un point de vue grammatical ou autre, c'était je me demandais soudain si j'aurais la force de continuer à me battre si je ne retrouvais que son cadavre. J'ai trouvé la tournure un peu bancale, ça aurait pu être réglé en plus très facilement. Par exemple je te donne une phrase toute faite, je me demandais soudain, deux points, aurais-je la force de continuer à me battre si je ne retrouvais que son cadavre. Là c'est une phrase bidon que j'ai pondue en 5 secondes, mais je trouve qu'elle marche beaucoup mieux que la phrase d'origine. D'ailleurs c'est étonnant que l'éditeur, parce qu'il y avait probablement une vérification, c'est étonnant que l'éditeur ne l'ait pas relevé. Un gros point faible, mais ça c'est encore une fois c'est plus stratégique de sa part qu'autre chose, c'est le pouvoir d'intangibilité qui est pour moi over cheaté as fuck, et il n'est pas pleinement utilisé, ce qui pose certaines incohérences dans l'histoire. Je pense notamment au fait qu'à un moment donné Adam demande à Susanna de désactiver donc le système de sécurité par rapport au long couloir juste avant la porte, et que justement le personnage de l'intangibilité traverse la porte pour l'ouvrir de l'autre côté. C'est ultra bizarre parce que du coup dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il a pas simplement été jusqu'au bout et il l'a désactivé lui-même? Pourquoi est-ce que simplement il a pas pris tout le monde? Le couloir limite ne servait plus à rien, et en plus ils auraient même pu traverser la porte sans devoir la désactiver ou autre. Au début je me suis dit peut-être que ça demandait trop d'énergie ou autre, sauf que plus tard on apprend que quand le bâtiment est en train de s'effondrer etc, pour gagner du temps ils passent d'une pièce à une autre, et du coup ils traversent tous le mur d'un coup grâce au pouvoir d'intangibilité. Du coup j'ai trouvé qu'il y avait des incohérences par rapport au personnage qui a certaines capacités mais qu'on lui demande pas uniquement à certains moments, et encore une fois ça te sort de la lecture. Un autre moment qui est d'autant plus con, c'est sa mort en fait. T'as Prime qui explose avec donc son bouclier. Le bouclier donc projette le mec d'intangibilité sur le mur qui lui fracasse donc la nuque, et donc il meurt sur le coup. En fait il est mort bêtement puisqu'il aurait pu simplement utiliser son pouvoir, et du coup l'explosion boum il avait que dalle. Donc j'ai trouvé que c'était trop situationnel et ça marchait pas. D'ailleurs pour rester sur l'intangibilité, il a certains personnages qui ont des réflexions trop poussées trop rapidement. Par exemple Alexander quand il parle à un moment donné, donc il doit déduire des trucs, il a une petite ambiance thriller thriller policière qui s'installe, et en fait il propose directement l'idée, enfin réellement c'est la deuxième proposition mais ça reste quand même assez spécifique et un peu bizarre qu'il ait proposé directement le pouvoir d'intangibilité. Le fait qu'il ait utilisé en plus ce terme précisément, ça renforce davantage le fait que tous les personnages soient liés par forcément le cerveau de l'autrice, sauf que normalement dans le roman ce sont des points de vue différents, donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il ait utilisé spécifiquement le pouvoir d'intangibilité, en tout cas ce terme là spécifiquement. Il aurait pu simplement décrire le truc de manière un petit peu maladroite, genre quelqu'un qui puisse, à moins qu'il puisse traverser les murs ou un truc comme ça, tu vois. Le fait qu'il ait vraiment utilisé ce terme là précisément, j'ai trouvé que c'était vraiment trop gros par rapport à la mémoire, enfin par rapport au savoir surtout. Pareil par exemple avec Prime, le fait qu'il sache ce que pense Susanna, alors nous on le sait forcément puisqu'on a les deux points de vue, mais Prime n'est pas censé être aussi certain, et c'est d'autant plus dommage parce que du coup t'as l'impression qu'ils sont tous liés alors que normalement non, ce sont censés être des personnages différents. Et j'ai beaucoup aimé aussi le cliffhanger, même si je déteste les cliffhangers, en plus il faut attendre septembre pour avoir la conclusion, donc c'est vraiment frustrant par rapport à ça, mais j'ai quand même beaucoup aimé la mise en scène du retour de Hieronyme. D'ailleurs je me suis demandé où il était, parce que je me suis même posé la question, à aucun moment il n'y a aucun personnage qui pose la question sur où est Hieronyme. Je me suis demandé à un moment donné est-ce que il était mort, et en fait c'était une info que j'avais complètement oubliée, alors que normalement c'est quand même assez marquant, donc je pense que je me serais souvenu. Au final donc pas du tout, il a bel et bien fait son retour. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'a pas eu un personnage qui ait posé la question par rapport à Hieronyme ou autre. Après bon ils avaient autre chose en tête, je peux également les comprendre. Par contre le fait qu'il se libère de cette manière, ça soulève des questions, ça soulève notamment la question de il s'est passé quoi du coup pendant tout ce temps, genre pendant tout le tome 2 il était où? Parce que du coup ça veut dire qu'il s'est libéré mais genre giga facilement, donc pourquoi est-ce qu'il s'est libéré spécifiquement à ce moment précis et pas avant? Peut-être qu'il était sous sédatif, peut-être qu'il y avait des trucs ou quoi, je sais pas, mais peut-être que ce sont des réponses qu'on aura dans le tome 3. Et quoi qu'il en soit j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Après le gros de ce passage là c'était le grand retour justement de Hieronyme, et c'était ultra impactant, c'était quand même assez plaisant. Par contre la question que je me pose en vue du tome 3 c'est qui est le méchant en fait finalement, parce que dans Hunger Games par exemple tu sais que c'est Snow, dans Harry Potter tu sais que c'est Voldemort. Là on n'a pas d'entité réellement maléfique, tu as donc Hieronyme qui était le grand méchant du 1 et qui était un antagoniste un petit peu ambigu, parce que même s'il avait des méthodes qui étaient pas spécialement ouf moralement, il était quand même animé par de très bonnes motivations. T'as
autre côté, tu as Piotr, donc le frère, mais qui était ultra maléfique à un moment donné. Limite, il me faisait peur alors que c'était sa propre sœur, c'était sa petite sœur. Je me suis demandé s'il allait la tuer à un moment donné. Le mec, il avait pété un peu les plombs. Tu as Adam également qui fait des expériences un petit peu bizarres. C'est également ultra malsain et en plus, c'est le père de Prime et de manière ultra froide, il voulait l'abattre. Il disait abattez-le. Et ensuite, tu as la figure d'autorité Hérite avec le maréchal où on a que dalle comme info sur lui. On ne sait même pas si c'est vraiment le méchant. J'avais l'impression que c'était pas le méchant. Mais dans une dystopie, normalement, l'idée c'est de se rebeller contre le système, ce qu'ils ont fait donc dans ce tome-ci. Sauf que du coup, l'entité du méchant, c'est qui? Est-ce que c'est le maréchal, ce qui aurait dû être le cas dans une dystopie, je pense? Ou est-ce que c'est les autres personnages? Ou est-ce que les autres personnages vont simplement se rallier aux gentils un petit peu en mode compromis et tout pour combattre le maréchal? Je sais pas, quoi qu'il en soit, le maréchal a pas été développé, du coup c'est-à-dire qu'elle va devoir développer le maréchal dans le tome 3 et j'ai un peu peur que ça fasse exactement la même chose que dans le tome 2 et aussi dans le tome 1, beaucoup de personnages et très peu de place pour les développer, donc manque cruel à certains passages. Bref, c'était mon avis sur ce roman. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, même s'il a quelques petits passages où il y a quelques petits défauts, quelques petites fautes, mais ça reste très léger. J'étais beaucoup investi par l'histoire, c'était très agréable à lire. J'étais pris également aux tripes à certains moments, ce qui est d'autant plus frustrant parce qu'à d'autres moments, ça va trop vite et on sent que c'est un petit peu rushé. J'ai l'impression en fait qu'elle avait certains passages clés en tête qu'elle a voulu développer et qu'elle a admirablement développé, sauf qu'à d'autres moments, elle voulait pas spécialement développer plus que ça et du coup, bah, elle a un petit peu passé le truc en revue. Ce sont des petits détails qui manquent, des setup and puff, donc comme je disais, qui auraient pu éviter pas mal de choses, notamment certaines incohérences. Ça aurait pu lier justement un petit peu tout, ça aurait étoffé davantage l'histoire et donc c'est d'autant plus dommage. Sinon le livre il se lit absolument tout seul, c'était encore une fois très agréable à lire. On sent en fait un énorme potentiel de la part de l'autrice, j'avais déjà senti dans le premier tome, là ça se confirme un petit peu, ça se poursuit dans le tome 2, mais ces quelques points noirs notamment par rapport au manque de setup and payoff fait que ça réduit le livre alors qu'il aurait pu être vraiment mais beaucoup plus impactant que ça aurait pu vraiment être une masterclass de ouf et au final c'est vachement atténué. C'est pour ça que le seul mot qui me vient à l'esprit en fait en lisant ce livre c'est frustration. Tu sens un potentiel de dingue sauf qu'elle a pas été au bout de toutes ses idées. Je sais pas si elle est limitée par l'éditeur puisque voilà, si faire un livre de 2000 pages c'est peut-être beaucoup plus cher, peut-être qu'elle était aussi mise sous pression par rapport au deadline, mais je trouve ça vraiment dommage qu'elle ait pas été au bout et qu'elle ait pas été régulière du début jusqu'à la fin. Le premier tome j'avais mis un 16/20, je l'avais jugé de manière un petit peu légère puisque c'était son premier roman. Là c'est son deuxième roman, ça reste encore une fois que son deuxième roman, donc il faut encore une fois prendre un petit peu de pincettes, mais je vais être un petit peu plus sévère. Là je lui mets un 14/20, j'aurais mis je pense un 15/20 et s'il y avait eu tous ces setup and payoff, ça aurait pu être vraiment une masterclass, genre un gros 18/20 tu vois. Donc vraiment déception de ouf sur le fait que ça aurait pu vraiment être bien plus, mais je lui mets quand même un 14/20 parce qu'au final j'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai pris énormément de plaisir à la lire. J'avoue que sur le milieu ça m'a un petit peu saoulé parce qu'on ressentait justement les erreurs là et ça devenait un petit peu redondant, ça m'énervait quelque part. Après peut-être que mon avis est un peu biaisé par rapport au fait que il y avait certains passages, il y avait certains moments où je ne pouvais pas lire, j'ai dû ne pas lire pendant un jour ou deux à certains moments, donc mon avis est peut-être biaisé par rapport à la cadence de lecture, mais sinon j'ai quand même bien aimé le livre, mais je suis juste déçu qu'elle n'ait pas été aussi régulière du début jusqu'à la fin parce que ça aurait pu être encore mieux. Pour moi ça aurait clairement pu être un 18/20, mais sinon gros potentiel et j'espère qu'elle va se mettre à 100% sur l'intégralité du roman. Elle peut vraiment pondre des trucs de fou. Voici donc la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.